La princesse captive. Il était une fois un vieil ébéniste qui avait 2 fils. Le premier s'appelait Stéphane et le deuxième Nicolas. L'aîné était un paresseux et un bon à rien qui dépouillait son malheureux père du peu qu'il gagnait pour s'acheter toutes sortes de futilités plus inutiles les unes que les autres. Nicolas, quant à lui, faisait de son mieux pour aider son père, acceptant n'importe quelle corvée pour gagner un peu plus d'argent. Mais, ainsi qu'il arrive souvent, ce garçon doux et zélé, qui ne disait jamais rien, mais poursuivait bien tranquillement son petit bonhomme de chemin, n'était pas apprécié à sa juste valeur, et Stéphane, brutal et frivole, était le préféré de ses parents, alors que Nicolas n'était guère pris au sérieux. Un matin, alors qu'il n'y avait plus assez d'argent à la maison pour acheter de quoi manger, le vieil ébéniste décida d'aller à la ville. Là vivaient en effet beaucoup de gens riches pour lesquels il avait travaillé et qui ne l'avaient pas encore rémunéré. « Il est temps qu'il me paye », marmonnait-il en chemin. Mais lorsqu'il frappa à la porte d'un célèbre sculpteur, il fut accueilli par une domestique hautaine. Celle-ci déclara que son maître n'avait pas le temps de s'occuper de choses aussi mesquines que le remboursement de ses dettes. Et ce fut partout pareil. On lui claqua chaque fois la porte au nez. Fatigué, fâché et déçu, le vieil ébéniste quitta la ville à la tombée du jour. Sur le chemin du retour, il passa devant une auberge. Reculant le moment d'affronter sa femme avec une bourse toujours vide, il décida de se reposer un peu sur le seuil de l'établissement. En pensée, il maudissait tous ces riches en train de déguster un succulent repas, alors que son pauvre estomac, tenaillé par la faim, devait se contenter de humer les odeurs alléchantes qui s'échappaient par la fenêtre des cuisines en pleine activité. À l'intérieur, dans la grande salle de l'auberge, l'agitation battait son plein. Un groupe d'habitués y entourait un voyageur qui venait d'arriver. Par les fenêtres entr'ouvertes, le vieil ébéniste pouvait entendre les passionnants récits colportés par l'étranger. Subitement, le vieil homme retint son souffle et, discrètement, il se rapprocha de la fenêtre pour ne perdre aucune des paroles du narrateur. Il apprit ainsi qu'une jolie princesse était retenue prisonnière par un affreux sorcier. Le château dans lequel elle se trouvait emprisonnée était gardé par une vieille femme qui soumettait les volontaires à 3 épreuves. L'homme qui réussirait à les accomplir non seulement recevrait le château et ses richesses, mais pourrait épouser la jolie captive. Au contraire, ceux qui acceptaient les épreuves mais échouaient se voyaient condamnés à mourir. Le vieil ébéniste bondit de joie. Voilà la chance qu'il attendait et qui permettrait enfin à sa famille de se sortir de la misère et de la pauvreté. Stéphane, le génial et brillant Stéphane, serait certainement en mesure d'accomplir les 3 épreuves. Et ce merveilleux fils épouserait une vraie princesse. Le vieil homme en avait oublié ses soucis, sa faim et sa bourse vide. « Nous allons leur donner une bonne leçon à tous », grognait-il entre ses dents, pensant à tous les domestiques qui lui avaient fermé la porte au nez. « Ils vont en tirer une tête, c'est prétentieux. » Tremblant et trébuchant, tellement il courait vite, l'ébéniste se hâta de rentrer chez lui. Ensuite, il raconta à sa femme, inquiète de sa longue absence, ce qu'il avait appris à l'auberge. « Stéphane doit se dépêcher, » dit le vieux père, « car il y aura certainement d'autres amateurs. Il partira dès demain matin. » Sa femme émit d'abord quelques objections, mais lorsqu'il lui parla du superbe château et de la jolie princesse avec laquelle son fils pourrait se marier, elle se rangea à son avis. « Je vais déjà lui préparer à manger, » décida-t-elle nerveusement, tout en se précipitant vers l'armoire à provisions pour voir ce qu'elle pourrait bien lui préparer de bon avec le peu qui lui restait. « Il faut qu'il soit bien en forme pour l'emporter sur ses rivaux. » Le lendemain, le vieil ébéniste raconta à Stéphane ce qu'il avait entendu et décidé.
l'ambitieux fut immédiatement conquis par le projet de son père. « Notre vieux cheval est déjà scellé, » expliqua le vieil homme. « Si tu te hâtes, tu arriveras avant tous les autres. » Le jeune homme acquiesça. « Je ne serai pas parti longtemps, dit-il à sa mère. Dans quelques jours, je viendrai vous chercher dans un carrosse conduit par 6 magnifiques chevaux blancs. » Car il ne lui venait point à l'esprit qu'il pourrait échouer. 1 heure plus tard, Stéphane se mit en route. Éprenant sans pitié le vieux cheval, il arriva rapidement dans une région où il n'avait jamais mis les pieds. « Me voilà, c'est moi, le prince Stéphane le Grand !» cria-t-il, plein d'enthousiasme, en frappant si fort les arbres de sa cravache que les oiseaux s'envolaient. Plus il approchait du but, plus le paysage embellissait. Mais Stéphane ne prêtait aucune attention à la beauté de la nature. Impatient, il harcelait son cheval et lorsque l'animal, face à un nid de fourmis, hésita à avancer, il le contraignit à marcher dedans sans manifester la moindre pitié pour les insectes. « La voie est libre pour Stéphane !» hurla-t-il d'une voix rude, tout en chassant les fourmis qui tentaient de grimper le long des pattes du cheval, criblant ce dernier de piqûres. Il poursuivit ainsi sa route sans répit, ne laissant même pas le temps à sa pauvre monture de souffler un peu. Il ne songeait qu'à lui-même et à sa gloire prochaine. À un moment donné, il arriva le long d'un lac où nageaient paisiblement 12 canards blancs. En voyant approcher cet inconnu et son cheval, tous les canards curieux se dandinèrent aussitôt vers eux en cancanant joyeusement. « Ôtez-vous de là, stupide créature !» leur lança le jeune homme furieux. Et il ramassa une poignée de pierres qu'il lança sur les innocents volatiles. Seul l'un d'entre eux survécut. Non loin de là, Stéphane se heurta à un nouvel obstacle. Une ruche, pleine d'abeilles actives et bourdonnantes, se dressait sur son chemin. Mais sans souci des ouvrières, il renversa la ruche d'un coup de pied bien ajusté. « Misérable bestiole !» gronda-t-il en la piétinant. « Votre essaim me cachait la lumière !» Il ne lui vint nullement à l'esprit que c'étaient ces misérables bestioles qui lui fournissaient le miel dont il aimait tant garnir son pain. Finalement, à la tombée du jour, il arriva devant le château. L'édifice était réellement splendide. Les toits en étaient dorés et, à la lumière du soleil couchant, les vitres brillaient comme du cristal. Dans le jardin, des roses écarlates fleurissaient à foison et le doux jasmin répandait un parfum étourdissant. Stéphane sauta de son cheval et il regarda autour de lui. Il ne vit pas âme qui vive et, en exceptant la respiration essoufflée de son cheval, tout n'était que silence. « Bien, je suis donc le premier », se dit-il avec satisfaction en donnant un coup de pied dans la porte. « Hola, ouvrez-moi !» ordonna-t-il à la vieille femme qui apparut à l'une des fenêtres du château. « C'est moi, Stéphane le Grand. Je viens libérer la princesse. » La vieille femme renifla avec mépris, sans paraître impressionnée. « Vous pouvez revenir demain, jeta-t-elle. Vous serez le premier. » Et elle referma brutalement la fenêtre sans rien ajouter. Il n'y avait rien d'autre à faire que de dormir et d'attendre le lendemain matin. Stéphane attacha son cheval à un arbre et s'installa tant bien que mal pour passer la nuit. Au lever du jour, il se présenta une nouvelle fois à la porte du château. Il ne dut pas attendre longtemps avant que la vieille femme n'apparaisse, un sac plein de graines de lin à l'épaule. Tandis que Stéphane la regardait d'un air étonné, elle dispersait les graines sur le sol, tout autour d'elle. « Voilà, jeune homme, dit-elle gravement, dans 1 heure, je vais revenir. Toutes les graines devront à nouveau se trouver dans le sac. Il ne pourra pas en manquer une seule. » Stéphane ricana d'un air narquois. Que croyait donc cette folle? Que lui, Stéphane, allait se baisser pour ramasser des graines? Non!
Une telle tâche était vraiment indigne de lui. D'ailleurs, avec sa lourde armure, il ne pouvait pas se baisser. Et il ne valait pas la peine de tout enlever pour une besogne aussi stupide. Quand, 1 heure plus tard, la vieille femme revint, les graines étaient toujours éparpillées à l'endroit même où elle les avait jetées. D'un air condescendant, la femme considéra d'abord le sac, puis les graines éparses, puis Stéphane. « Je ne puis vraiment pas dire que tu as fait de ton mieux, » remarqua-t-elle moqueusement. « Mais peut-être auras-tu plus de chance avec la deuxième épreuve. » Et la vieille sortit de sa poche 12 clés en or, qu'elle lança, une à une, dans les douves du château, où elles disparurent aussitôt. « Dans 1 heure, je reviendrai. Les 12 clés devront se trouver sur la berge, et n'en oublie aucune. » Stéphane la regarda, tout déconcerté. Décidément, cette femme était vraiment folle. Comment pouvait-on jeter ainsi dans l'eau 12 clés en or? À l'aide d'une branche cassée, Stéphane tenta de récupérer une des clés pour la ramener à la surface, mais il ne fit que remuer la vase. Il se glissa alors lui-même dans l'eau et fouilla tout autour de lui le sol visqueux. Inutile. Quoi qu'il fît, il ne retrouverait sûrement jamais ces maudites clés. Lorsque la vieille gardienne revint, le garçon était étendu dans l'herbe, trempé et épuisé. « As-tu retrouvé les clés ?» demanda la vieille. Sans dire un mot, Stéphane haussa les épaules. « Viens avec moi à l'intérieur, » dit-elle alors en prenant le jeune homme par la main. Derrière la lourde porte du château s'étendait un large couloir bordé de hauts piliers en marbre nervuré. Stéphane suivit ainsi la femme à travers de vastes salles et de superbes galeries. Enfin, ils arrivèrent dans une pièce obscure où se trouvaient 3 silhouettes voilées. « Je te laisse, » dit la vieille gardienne. « Dans 1 heure, je reviendrai. Tu devras alors me désigner l'une de ces femmes. Si tu choisis la plus belle, tu vivras heureux très longtemps. Mais dans le cas contraire, tout ira mal pour toi. » Oh, quelle épreuve stupide, pensa de nouveau Stéphane. Et lorsque la vieille revint, il désigna l'une des femmes au hasard. « Celle de droite, » ajouta-t-il d'un air indifférent. Au même instant, les 3 silhouettes commencèrent à bouger. Elles rabattirent leurs voiles et l'espace d'1 seconde, Stéphane entrevit le ravissant visage de la fille du milieu. Mais il fut immédiatement agrippé par les 2 horribles monstres qui encadraient la jeune princesse. Ceux-ci, le saisissant entre leurs griffes, le traînèrent vers la fenêtre et le jetèrent dans un profond ravin. Et tandis que l'infortuné tombait, leurs rires diaboliques résonnèrent contre la muraille. L'instant d'après, le château, la princesse et la vieille femme avaient complètement disparu. 1 an passa. Le vieil ébéniste et sa femme avaient attendu en vain le carrosse aux 6 chevaux dans lequel l'ambitieux Stéphane devait venir les chercher. « Laisse-moi partir à sa recherche, père, » supplia Nicolas un beau jour. « Peut-être est-il enfermé au château, je puis essayer de le libérer. »« Toi ?» rétorqua le père d'un air méprisant. « Que t'imagines-tu? Tu ne te crois tout de même pas plus malin que Stéphane ?» Et il se rassit à sa place, devant la fenêtre, espérant toujours le retour de son fils préféré. Cependant, le brave Nicolas était décidé à aller chercher son frère aîné. Profitant d'une nuit de pleine lune, il se glissa silencieusement hors de la maison et se dirigea vers le château, sans cheval, sans nourriture et sans argent, avec pour seule compagnie une conscience à toute épreuve. En chemin, il mangea des myrtilles et des mûres, et il but l'eau cristalline qui dévalait des montagnes. La nuit, il dormait sur la mousse. Il rêvait de gracieuses jeunes filles, couronnées de fleurs et de feuillages. Elle le conduisait vers un trône en or, où une princesse blonde l'attendait. Puis, les jeunes filles chantaient, et elles dansaient autour de lui,
tandis que la jolie princesse déposait une couronne d'or sur sa tête. Après quelque temps, il arriva dans une région où il n'avait encore jamais mis les pieds. Il y vit de nobles êtres. Le soleil, brillant au travers des feuilles, dessinait des taches jaunes sur le sol verdoyant. Presque partout régnait un silence solennel. Un peu plus loin, le jeune homme traversa des champs de fleurs, au-dessus desquels tourbillonnaient des centaines d'insectes et de papillons, dont les ailes irisées scintillaient dans l'azur. Émerveillé de toute cette beauté, Nicolas tendit les bras vers le ciel et, de joie, se mit lui-même à danser. Il poursuivit ensuite son chemin en sifflotant, suivi par des nuées d'oiseaux au plumage multicolore. « Je suis Nicolas, le fils de l'ébéniste, et je suis en route vers le grand château », chantonnait le garçon à l'intention des oiseaux. « Venez-vous avec moi ?» Et il sautilla joyeusement derrière eux jusqu'à la nuit tombante. Puis, il s'endormit sur la mousse, bercé par le chant de ses amis. Le lendemain matin, après avoir déjà beaucoup marché, Nicolas aperçut un nid de fourmis piétinées. Les pauvres petites bêtes étaient fiévreusement occupées à réparer les dégâts. Ému de leur détresse, Nicolas se pencha pour les aider. Bien qu'il lui en coûtât quelques vilaines piqûres, il conserva sa bonne humeur. Quand tout fut fini, il redéposa précautionneusement les insectes à terre et poursuivit joyeusement sa route. Il arriva ensuite près d'un étang où nageaient 12 canards blancs. Sans hésiter, Nicolas leur jeta les dernières miettes du quignon de pain que lui avait donné un paysan. Enfin, non loin de là, il découvrit une ruche renversée qu'il redressa du mieux qu'il put, sans craindre la colère des abeilles. Alors, lorsqu'il leva à nouveau la tête, il vit devant lui, dans toute sa splendeur, le château de la princesse. Ses toits dorés étincelaient au soleil et ses fenêtres brillaient d'un tel éclat que Nicolas dut fermer les yeux. Timidement, il s'approcha de l'entrée et seule la pensée de la prisonnière lui donna le courage de frapper. « Je suis Nicolas, le second fils de l'ébéniste !» cria-t-il à la vieille femme qui apparut à la fenêtre. « J'ai rêvé de la jolie princesse et je veux la délivrer. » La vieille femme sortit sans attendre. Elle regarda en souriant le modeste jeune homme et lui dit « Tu peux essayer, mon garçon, les chances sont les mêmes pour tous, mais il te faudra remplir 3 épreuves et si tu échoues, tu mourras. » Nicolas rassembla tout son courage et décida vaillamment « J'en prends le risque, madame. Dites-moi seulement ce que je dois faire. » La vieille femme alla chercher un sac plein de graines de lin et dispersa celles-ci autour d'elle. « Voilà, jeune homme, » déclara-t-elle avec sérieux, « dans 1 heure, je vais revenir. Toutes les graines devront à nouveau se trouver dans le sac. Prends garde de ne pas en oublier une seule. » Nicolas se mit sans hésiter à genoux, puis il commença à ramasser les graines minuscules. Mais à peine venait-il de s'y mettre qu'une longue colonne de fourmis apparut. Les insectes, obligeants, aidèrent rapidement le jeune homme à replacer les graines dans le sac. « Ça avance bien !» se réjouit Nicolas, reconnaissant, en observant la vitesse à laquelle le sac se remplissait. Lorsque la vieille femme revint, il ne restait plus la moindre graine sur le sol caillouteux. « Tu as fait pour le mieux, » admit-elle. « Peut-être réussiras-tu aussi la 2e épreuve. » Et la femme alla chercher 12 clés en or qu'elle lança, une à une, dans les douves du château. « Je serai de retour dans 1 heure, » dit-elle. « Toutes les clés devront alors se trouver sur la berge. Tâche de n'en oublier aucune. » Nicolas, qui avait regardé d'un air ébahi les clés disparaître au fond des douves, n'hésita pas longtemps et il plongea courageusement
pour essayer de les ramener à la surface. Il fouilla avec les doigts entre les tiges de plantes aquatiques, mais, hélas, sans parvenir à retrouver la moindre clé. Essoufflé et déçu, il se hissa sur la berge, effrayé à la pensée du terrible sort qui l'attendait. Mais, soudain, il entendit un grand bruissement d'ailes. Avant même d'avoir pu comprendre ce qui se passait, il vit 12 canards blancs se poser sur l'eau. C'étaient ceux qu'il avait nourris dans l'étang au bord de la route, et pour le remercier, ils se mirent à l'aider comme l'avaient fait les fourmis. Tout en cancanant bruyamment, ils plongèrent tous la tête sous l'eau, et peu de temps après, les 12 clés brillaient au soleil. Trempé mais fou de joie, Nicolas se reposait dans l'herbe lorsque la vieille femme revint. « As-tu retrouvé toutes les clés ?» lui demanda-t-elle. Nicolas la considéra avec un large sourire. « Les canards m'ont aidé ?» avoua-t-il honnêtement. « Mais je ne l'avais pas demandé. » Il espérait que la vieille ne se mettrait pas en colère, mais elle ne parut pas avoir entendu ses dernières paroles. « Viens avec moi maintenant, entrons dans le château, » dit-elle en saisissant la main du jeune homme. Nicolas marcha derrière la femme le long d'un large couloir, bordé de hauts piliers en marbre nervuré. Il la suivit ensuite à travers de vastes salles d'apparat et de superbes galeries jusqu'à une pièce obscure où se tenaient 3 formes voilées. « Je te laisse, » lui dit la vieille femme. « Dans 1 heure, je reviendrai. Tu devras alors désigner l'une de ces femmes. Si tu choisis la plus belle, tu vivras heureux très longtemps. Mais dans le cas contraire, tout ira mal pour toi. » Quelle épreuve difficile, songea nerveusement Nicolas en regardant les 3 silhouettes immobiles. Il ferma les yeux et tenta de réfléchir. Mais, pendant qu'il se torturait l'esprit, il entendit soudain le bourdonnement d'un essaim. « Choisis celle du milieu, choisis celle du milieu !» susurraient les abeilles en formant un cercle autour de la silhouette centrale. « Choisis celle du milieu, elle deviendra ton épouse !» Lorsque, 1 heure plus tard, la vieille femme revint, Nicolas désigna sans hésiter la forme du milieu. « C'est elle que je choisis !» murmura-t-il un peu gêné. Les 3 silhouettes commencèrent alors à se mouvoir. Elles rabattirent leurs voiles et, l'espace d'un instant, Nicolas entrevit les 2 affreux monstres qui se trouvaient de part et d'autre de la princesse. Serrant les griffes, ils sautèrent par la fenêtre et dégringolèrent dans le profond ravin, tandis que leurs cris épouvantables résonnaient affreusement le long de la paroi rocheuse. Alors, la ravissante princesse courut vers Nicolas, son gentil sauveur. Elle riait et pleurait à la fois, heureuse d'être enfin libérée et déjà amoureuse de son jeune sauveur. À la veille du mariage des 2 jeunes gens, un carrosse doré, tiré par 6 chevaux blancs, vint chercher le vieil ébéniste et sa femme, afin qu'ils puissent participer à la cérémonie. Devant le grand bonheur de leur plus jeune fils, ils oublièrent enfin leur chagrin d'avoir perdu son malheureux aîné. Ils reconnurent enfin les qualités du jeune homme et se réjouirent sincèrement de les voir ainsi récompensés. Les noces de Nicolas et de la très jolie princesse furent célébrées dans l'allégresse générale. Tous les seigneurs des environs y furent conviés. Mais on ne revit jamais l'étrange vieille femme qui, en la gardant captive, avait su préserver la jeune fille des prétendants indésirables. Les jeunes époux vécurent longtemps, respectés et aimés de tous, car tous 2 étaient aussi généreux que riches et aussi serviables qu'épris l'un de l'autre. Chang et le jeune monsieur Wu. Dans le village de Lai Wu vivait il y a bien longtemps un jeune homme du nom de Chang. Joyeux et courageux,
Il rêvait sans cesse de connaître de nouvelles aventures. Un jour, ses amis arrivèrent tout excités chez lui, car ils avaient quelque chose de spécial à lui raconter. « Es-tu au courant ?» lui demandèrent-ils. « Dans la maison de porcelaine bleue, il se passe des choses étranges. On dit que des fantômes y habitent. »« Quelle bêtise !» s'écria Chang. « Je ne croirais à ces fantômes que lorsque je les aurai vus de mes propres yeux. » « C'est justement cela le problème, » reprit un de ses amis. « Les fantômes sont invisibles, mais ils sont capables de tout. »« Enfin, que racontes-tu là ?» se moqua Chang en haussant les épaules. « Je t'assure bien que tes prétendus fantômes ne me font pas peur. »« C'est ce que tu affirmes maintenant, » rétorqua l'ami. « Mais tu n'oserais jamais entrer dans une maison que l'on te dirait hantée. »« Ah non, » répondit Chang en riant. « Eh bien, c'est ce que je vais te montrer. Je me rends de ce pas dans la maison de porcelaine bleue. » Ses compagnons le regardèrent tout éberlués. « Tu es fou !» s'exclama l'un d'eux. « Tu ne parles pas sérieusement » insista l'autre. « Bien sûr que non » renchérit un troisième. « Il dit ça comme ça. » Mais lorsqu'ils virent que Chang paraissait décidé, ils commencèrent à s'inquiéter. Les jeunes gens adoraient les blagues. Mais cette fois-ci, ils estimaient que la plaisanterie allait trop loin. Chang, cependant, se gaussa de leurs conseils et avertit ses serviteurs d'avoir à se tenir prêts pour une expédition. Peu de temps après, Chang et sa petite suite étaient en chemin vers la maison de porcelaine bleue. Une fois devant l'entrée, lorsque les serviteurs eurent compris les intentions de leur maître, ils se mirent à trembler comme des feuilles. Mais sans s'en soucier, ce dernier frappa d'un air décidé à l'une des portes ornées de dragons rouges de la maison mystérieuse. Personne ne vint ouvrir. Le jeune homme alors glissa sa carte sous la porte et attendit impatiemment. À sa très grande surprise, quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Pris de panique, les serviteurs s'enfuirent à toutes jambes, mais Chang s'avança calmement à l'intérieur. Il déboucha bientôt dans une grande salle vide. Pour seul ameublement, celle-ci comportait une table laquée de frais et un banc. Tout semblait fort beau et parfaitement entretenu pour des lieux inhabités depuis si longtemps. On n'y remarquait pas la moindre poussière. Arrivé dans la pièce, Chang s'inclina poliment et dit « Mon bon hôte, qui que vous soyez, je vous remercie de m'avoir reçu. Me ferez-vous l'honneur de vous présenter ?» « Mon cher Chang, » répondit une voix venue du centre de la pièce, « cela me fait fort plaisir que vous soyez venu me rendre visite. Asseyez-vous, je vous prie. » Immédiatement, 2 chaises, sorties du néant, apparurent et vinrent se placer de part et d'autre de la petite table. Chang, sans hésiter, s'assit et vit s'avancer vers lui un plateau porté par des mains invisibles qui le déposèrent devant lui. Sur le plateau se trouvaient 2 petits bols et une théière. Celle-ci, se soulevant comme par enchantement, remplit les 2 bols sans rien renverser. Sans paraître le moins du monde surpris, Chang prit l'un des bols et but. Il avait soif et ce thé était délicieux. Après que la théière eut rempli son office une seconde fois et que les bols furent vides, ceux-ci disparurent comme ils étaient venus. La table fut ensuite dressée de la même façon. Des mains invisibles y déposèrent des assiettes, des cuillères et des baguettes pour manger le riz. Chang brusquement huma l'odeur d'une soupe à la tortue. « Quel délice !» apprécia-t-il. « C'est exactement ce dont j'avais envie sans le savoir. » Au même moment, il vit son assiette se remplir d'un appétissant potage. Tandis qu'il dégustait la soupe qui était effectivement délicieuse, il se prit à songer « Je mangerai bien ensuite un petit poulet bien tendre. » Comme s'il avait parlé à voix haute, un poulet bien dodu surgit à l'instant même sur son assiette. Et il en alla ainsi pour tout le reste du repas. Il suffisait que Chang ait un désir quelconque pour que celui-ci se matérialisât aussitôt. Après ce succulent festin, Chang dit à son hôte « Mon cher hôte, j'aimerais bien vous remercier pour ce merveilleux repas, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. Je vous en prie, dites-le-moi. »« Je m'appelle Wu,
dit la voix que Chang avait déjà entendue. Comme je suis le dernier rejeton d'une très vieille famille, on m'appelle généralement le jeune monsieur Wu. Chang aurait bien voulu poser encore d'autres questions, mais il n'osait point. Après un bref salut, il jugea préférable de se retirer. « Merci beaucoup, monsieur Wu, pour ce chaleureux accueil, fit-il. Il alla ajouter spontanément « et à bientôt », mais il se dit que cela n'était vraiment pas de mise. Quand il sortit, la porte se referma derrière lui. Tout excité, Chang se rendit immédiatement chez ses amis pour leur raconter son extraordinaire aventure. Ceux-ci l'écoutèrent sans l'interrompre, mais l'étonnement qui se lisait sur leur visage prouvait qu'ils ne croyaient pas un mot de son invraisemblable récit. Chang, cependant, n'avait cure de leur opinion. Quelques jours plus tard, n'y tenant plus, il se rendit à nouveau chez le jeune monsieur Wu. Il y fut accueilli encore plus cordialement que la première fois. Son hôte invisible se montra également plus bavard. Après que 2 bols de thé délicatement ornés lui eurent à nouveau été servis, et qu'un délicieux repas lui eût cette fois encore été offert, ils parlèrent de choses et d'autres. Monsieur Wu semblait très intelligent et sa conversation était fort intéressante. Chang était si enchanté de ses visites à la maison de porcelaine bleue qu'il y retourna désormais régulièrement. Un jour, il osa demander à son hôte « Monsieur, vous avez la voix d'un jeune homme. Quel âge avez-vous donc ?»« Honnêtement, je ne le sais pas avec précision, » répondit la voix. « J'ai oublié le chiffre exact, mais j'ai sûrement plus de 1000 ans. » Chang, qui venait de boire une gorgée de thé, faillit s'étrangler. Plus de 1000 ans. Il pouvait à peine y croire, mais n'en laissa rien paraître. Après cette dernière visite, il se rendit une nouvelle fois chez ses amis et il leur apporta ce que le jeune monsieur Wu venait de lui confier. Mais les jeunes gens se moquèrent encore plus de lui. Puis, subitement, ils se fâchèrent et lui dirent « Il est temps que tu arrêtes toutes ces bêtises. Crois-tu réellement que nous avalons ton histoire d'homme invisible, vieux de plus de 1000 ans ?»« Pourtant c'est vrai !» s'écria Chang. « Bien, dans ce cas, prouve-le-nous » insistèrent ses amis. Chang se sentit insulté par une telle méfiance. Le lendemain, quand il revint à la maison de porcelaine bleue, il était toujours de mauvaise humeur. Le jeune monsieur Wu, ayant remarqué l'état d'esprit de son visiteur, lui demanda « Que se passe-t-il donc, Chang ?» Le garçon lui expliqua alors que ses amis se gaussaient de lui. « Ils ne veulent pas croire à votre existence, dit-il. Ils en exigent une preuve. » Nous devons donc imaginer quelque chose qui puisse les convaincre, décida le jeune monsieur Wu. Tous deux demeurèrent sans parler quelques instants. Puis soudain, Chang s'écria. « J'ai une idée. Comme vous le savez sans doute, une sorcière habite à l'autre extrémité de ce village. Elle rend visite aux malades et leur promet en échange d'argent et de cadeaux qu'ils guériront. Certaines de ces personnes se sentent si désespérées qu'elle lui donne tout ce qu'elle possède. Ensuite, quand elle ne peut plus rien en obtenir, la sorcière abandonne les malheureux à leur sort. »« Oui, soupira le jeune monsieur Wu, je la connais. » « Et il n'y a personne, poursuivit Chang, qui ose punir cette femme, car il se passe alors des choses effrayantes. Si vous acceptiez de m'aider, nous lui infligerions le châtiment qu'elle mérite. »« Vous pouvez compter sur moi, promit monsieur Wu. » Aussitôt, la porte au dragon s'ouvrit, et devant la maison, Chang découvrit un magnifique cheval blanc qui hennissait d'impatience. Le jeune homme n'en crut pas ses yeux. Il se précipita au dehors et il sauta sur la selle du splendide coursier. Tandis qu'il galopait vers l'autre extrémité du village, il s'avisa brusquement que ses vêtements étaient entièrement recouverts d'une fine couche de poussière. Il était sur le point de brosser celle-ci lorsqu'il entendit une voix lui chuchoter au creux de l'oreille. « Nous, les grains de poussière, nous sommes au service du jeune monsieur Wu. Nous t'accompagnons afin de te venir en aide. » Chang, ravi et encouragé par cette assistance imprévue, continua à galoper jusqu'à ce qu'il arrive devant l'antre de la sorcière. Celle-ci s'affairait à remuer dans une vieille bassine une bouillie verdâtre et malodorante. De ses yeux jaune clair, elle considéra Chang avec suspicion. « Que
vient faire un riche seigneur comme vous chez une pauvre femme comme moi, s'enquit-elle. Je suis venu ici pour mettre fin à tes mauvais agissements, annonça Chang d'une voix brusque. De quoi voulez-vous donc parler? Rétorqua la sorcière d'une voix éraillée. Tu vois parfaitement ce que je veux dire, coupa Chang. Et je viens chercher l'argent que tu as escroqué à tant de pauvres malades, ajouta-t-il. Je ne comprends vraiment pas à quoi vous faites allusion, jeune homme, lui répliqua la sorcière. Chang alors se fâcha et frappa sur sa manche. Un épais nuage de poussière vola droit vers le visage de la sorcière qui se mit à tousser. « À l'aide! À l'aide !» cria-t-elle tout en crachant. « Comprends-tu maintenant de quoi je veux parler ?» demanda Chang. « Oui, oui !» grogna la sorcière en se frottant la gorge. Chaque fois que Chang claquait les doigts, la poussière revenait couvrir sa manche. Lorsque la vieille femme eut retrouvé son souffle, elle essaya de se disculper. « Mais cet argent, je l'ai gagné très honnêtement en guérissant des malades. Je leur ai vendu des médicaments pour qu'ils aillent mieux. » Ce n'étaient pas des médicaments, reprocha Chang d'un air grave. Non, c'était d'étranges breuvages comme cet infect bouilli. Et cela ne faisait que rendre les gens plus malades encore, tu le sais mieux que personne. « C'est faux !» hurla la sorcière. Aussitôt, un épais nuage de poussière jaillit à nouveau des vêtements de Chang. Cette fois, c'était de la poudre noire qui manqua d'étouffer la vieille. « Garde cette horrible chose chez toi !» supplia celle-ci. « Tu pourras obtenir de moi ce que tu voudras !» Chang claqua à nouveau des doigts et la poussière, redevenue blanche, se redéposa sur ses vêtements. « Et où est l'argent que tu as volé ?» demanda Chang. « Là, dans cette caisse !» répondit la sorcière. Chang ouvrit le coffre désigné et il découvrit un véritable trésor. Au milieu de l'or, de l'argent et des bijoux, reposait un rouleau de papier sur lequel figurait le nom de toutes les victimes de la vilaine sorcière. Mais quand Chang voulut refermer la caisse, la terre se mit soudain à gronder. La sorcière, sa maison, ainsi que tout ce qui l'entourait furent engloutis. Une fois remis de sa peur, Chang constata avec plaisir qu'il était indemne et que la caisse en bois était toujours là. Il hissa alors le magot sur son cheval et il se rendit chez tous ceux qui avaient été dépouillés par l'horrible femme. Tous les villageois dansèrent de joie lorsqu'ils apprirent la disparition de la sorcière. Et Chang eut bien soin de leur expliquer que c'était grâce aux fantômes de la maison de porcelaine bleue qu'ils étaient sauvés. Pour le remercier, tous les gens du village apportèrent des cadeaux au jeune monsieur Wu, mais aucun d'eux n'osait franchir le seuil de sa demeure. Chang s'y rendit donc tout seul, et de très nombreuses visites suivirent encore, jusqu'au jour où le fantôme lui dit « Cher Chang, c'est la dernière fois que nous nous parlons, car je vais déménager. Je n'habite jamais plus d'1 an au même endroit. »« J'en suis désolée, ajouta la voix, car tu t'es montré un véritable ami pour moi. J'aimais tes visites. Aussi, avant de partir, ai-je décidé de te montrer mon visage. Qui sait, peut-être me reconnaîtras-tu si nous nous rencontrons un jour. » C'est ainsi que l'espace d'un instant, Chang aperçut un jeune homme au visage très sympathique. Mais peu après, il avait disparu, ainsi que tous les meubles de la pièce. Attristé, Chang retourna chez lui le cœur lourd. Il venait de perdre un ami. Quelques années passèrent. La vie de Chang n'était plus aussi rose. Il avait prêté beaucoup d'argent à son frère, qui voulait devenir ministre, et il avait à peine de quoi vivre. Un matin, comme il venait pour subsister de vendre l'un de ses derniers vases, il se promenait tristement. Tout à coup, un jeune cavalier s'arrêta pile à sa hauteur et le salua. Chang avait l'impression de l'avoir déjà rencontré quelque part. Ils bavardèrent un moment, et tout à coup, le jeune inconnu sourit et demanda « Vous avez l'air si triste. Auriez-vous des ennuis ?» Il demandait cela si gentiment que, sans hésitation, Chang lui ouvrit son cœur, et il lui sembla qu'il se sentait mieux. « Ne te fais pas de soucis, Chang, » dit le jeune homme. Et sur ces mots, il éperonna son cheval tout en criant
Tu rencontreras bientôt un vieil homme qui te donnera un cadeau. Accepte-le sans crainte. » Et en effet, Chang rencontra un peu après un vieil homme qui déposa une caisse à ses pieds en disant « Voici pour vous, du jeune monsieur Hu. » Chang comprit alors que le généreux cavalier n'était autre que son bon ami le fantôme. Ouvrant la caisse, il découvrit avec étonnement qu'elle était pleine de bijoux d'or et d'argent. Fou de joie, il voulut remercier le vieil homme, mais celui-ci avait disparu. Le regard de Chang tomba alors sur quelques poussières blanches accrochées à son manteau. Après avoir réfléchi, il souffla doucement sur elle en disant « Je vous en prie, remerciez pour moi le jeune monsieur Hu et dites-lui que je ne l'oublierai jamais. »